On est en compagnie de Françoise Vergès, qui a fait beaucoup de choses, qui s'intéresse aux questions d'esclavage, de colonialisme, diplômée de l'université de Berkeley, qui a enseigné aux États-Unis, en Angleterre. Suite à la traduction d'un de ses articles, Capitalocène, déchets, race et genre, on a décidé donc de se rencontrer et de discuter pour le compte de la revue Ouvrage, qui est une revue de réflexion théorique et pratique autonome de gauche, qui s'intéresse principalement donc, aux questions de reproduction sociale, de travail et de féminisme. Donc comment vous replacez en fait cet article dans vos recherches? Et après, si vous voulez préciser, nous en apprendre plus sur vos matériaux et vos méthodes de recherche, ce qui vous a permis donc d'écrire cet article. Alors, plusieurs fils, on pourrait dire, plusieurs points, comme très souvent pour moi. La première chose, enfin, pas la première au sens en importance, mais un des fils, c'est évidemment mon intérêt toujours pour l'esclavage colonial et le fait des femmes noires dans l'esclavage colonial, comme servantes, comme domestiques, comme s'occupant de la maison du maître, avec à la fois la violence sexuelle, la violence raciale, la violence de genre qui en découle. Et donc cette relation entre la maison du maître propre, la propreté de la maison du maître, assurée donc par des femmes noires qui sont esclavagisées ou nées esclaves sur la plantation. Donc cette relation entre une maison qui serait propre et comme si justement c'est lié à une culture, une civilisation qui serait par nature plus propre, plus hygiénique, alors que c'est une maison qui repose sur la saleté et de la cruauté Donc ça, c'était un premier intérêt. Le deuxième, c'était le fait que pour moi, le capitalisme est une production de déchets plutôt que de biens, plutôt que, je veux dire, l'énorme production de déchets chaque jour pour que nous puissions avoir des biens, ce qu'on appelle les biens de consommation, et qui est très très invisibilisé. Très très invisibilisé. Ensuite, le fait que l'esclavage et la colonisation ont produit du déchet constamment, c'est-à-dire les mines ouvertes avec toutes les choses qui sont détruites, les terres détruites, les plantations, les corps perdus, je veux dire, tout ce que Diane Brown appelle les cadavres du récit humaniste, cela aussi. Ensuite, toutes les grandes grèves qu'on a vues des femmes de ménage, en France notamment, mais aussi ailleurs, mais surtout en France, puisque c'était là, qui, si vous voulez, à la fois montraient l'importance de leur travail, mais aussi remettaient en question la manière d'aborder le travail domestique qui avait été dominant dans le féminisme blanc bourgeois, c'est-à-dire de femmes qui ne voulaient plus faire la vaisselle et la lessive, ce qu'on comprend tout à fait, le ménage, c'est pas ça la question, mais qui du coup faisait que ça se reportait sur des femmes noires et racisées, et ça c'était caché, c'était dissimulé. Donc le fait que cette société patriarcale, blanche, bourgeoise, a constamment besoin de personnes qui nettoient euh, tout ce qu'elle produit, sa merde, si on peut utiliser ce terme, et aussi, alors donc sur place, et le fait d'externaliser constamment les déchets qu'elle produit, c'est-à-dire d'envoyer les saletés qu'elle produit dans les pays du Sud ou dans les communautés noires et racisées en France par exemple. Donc tout ça constituant toute une série de problèmes et de questions qui faisaient mais comment on traite la question du déchet dans le capitalisme, comment c'est lié avec la racialisation, et donc comment faire une analyse féministe, décoloniale, antiraciste de toute cette question de production et aussi évidemment de la fabrication d'êtres humains comme déchets, comme aussi on dit jetable en français, mais vraiment comme déchets au sens de on utilise et on jette. Ce qui est quand même ce qu'on a vu sous l'esclavage colonial, sous la colonisation, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Il y a des vies qui ne comptent vraiment pas. Et pas seulement donc à cause de la violence policière, mais à cause de cette fabrication
quotidienne de vie, de zones, de ce que Frantz Fanon appelait les zones de non-être, c'est-à-dire voilà, les gens qui sont dans ces zones-là n'ont pas accès à la pleine humanité, à la pleine existence. Donc vous mentionnez dans votre chapeau introductif la résonance que prend donc, votre article que vous avez publié en mai 2019 donc dans le contexte de la pandémie Covid-19. Et donc, on pourrait revenir sur, par exemple, les contradictions que vous relevez au sein de l'organisation du travail, de nettoyage et de soins, qui relie la performance, l'épuisement, le propre, le sale, ainsi que le visible et l'invisible, en contexte de pandémie. Est-ce qu'il y a eu une rupture, une continuité ou une accentuation de cette dynamique ? Il y a eu à la fois rupture et accentuation. Vous me demandiez comment je travaillais. Je suis toujours assez intéressée par la fabrication du consentement. Comment finalement les choses sont... L'exploitation, l'injustice, l'inégalité, le racisme deviennent naturalisées. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Je suis vraiment frappée par le fait que parfois on a quelque chose sous les yeux, mais sous les yeux et on ne le voit pas. On voit sans voir. Ou alors on se dit ben c'est là, mais on regarde à distance. Donc on regarde tout ça, le racisme, l'exploitation, la guerre, mais de loin. Ça m'a toujours intéressé, comment on fabrique, comment le pouvoir fabrique ça. Cette mise à distance ou ce fait que je vois, mais je ne vois rien en fait finalement. Voilà, c'est là sous mes yeux, mais je n'en fais rien. Ça ne prend pas de sens pour moi. Ça ne vient pas, il n'y a pas une réalité matérielle derrière. Donc je vois des tas de personnes sans logis, je vois des camps de réfugiés là aux portes de Paris. Ben, c'est là, bon alors c'est dommage, c'est triste tout ça, mais finalement c'est là. Et comment c'est arrivé, pourquoi, quelle est la réponse? Tout ça devient un peu flou ou trop compliqué pour que je m'y attache, ou de toute façon qu'est-ce que je peux faire? Donc toute cette production, qu'est-ce que je peux faire? Ou c'est mieux que ces personnes soient ici que dans leur pays, ou aussi ce qu'on finit par se dire c'est mieux que rien. Tout ça, comment finalement le pouvoir construit une habitude à des choses complètement injustes et inégales, d'une cruauté, d'une brutalité sans fin. Comment le tout petit peu que le pouvoir parfois on dit bah c'est mieux que rien, on trouve que finalement bon bah voilà c'est mieux que rien. Enfin, toute cette habituation. Donc c'est ça, et du coup je cherche souvent ma méthode c'est de mais comment comment ça a été naturalisé. Et je ne m'exclus pas de cette chose. Et pour moi, c'est un constant effort tous les jours d'essayer de voir autrement. Enfin, de voir ou d'entendre. Quand je dis voir, c'est pas seulement la question du regard. Donc ça, c'était ça. Ce qui fait que quand le premier confinement est arrivé, j'ai été absolument frappée tout de suite. D'abord, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est des technocrates, des mecs déjà, des hommes, qui sont réunis, qui ont dit, ben alors on va confiner, parce que, etc., tout ça. Bon, alors, des tas de raisons. Sans se dire, mais comment ça va être possible? Et c'est-à-dire, je veux dire, il n'y en avait pas un qui a dit, mais qui va livrer la nourriture, comment, je veux dire, pas un qui va nettoyer ça, pas un, parce que ça n'existe pas pour eux, ce monde n'existe pas. Et de fait, dès le lendemain, il y avait les personnes qui pouvaient être confinées dans un certain confort, parce qu'il y en a eu d'autres aussi dans un très grand inconfort, et toutes les personnes qui ne pouvaient pas être confinées et qui étaient en fait mises en totalement danger, puisqu'il n'y avait pas de masque. Alors c'est vrai qu'on ne savait pas encore très bien ce que c'était le virus, mais enfin de toute façon le mensonge sur les masques, ça a été quand même énorme. Et le nombre de personnes qui ont pris en charge la fabrication de masques montrait aussi la capacité de la société à répondre à ça. Donc moi, ça m'a frappé, c'est-à-dire les caissières, les livreurs, les femmes de ménage, les chauffeurs de bus, enfin tout ça, enfin bon, les ambulanciers, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les hospices, tout ça, ça n'existe pas. Donc ce contraste entre la possibilité du confinement
Et puis l'obscénité de texte, enfin, je suis tranquille maintenant dans ma maison de campagne, je peux regarder mon cerisier fleurir, enfin une obscénité absolument, et d'une violence, une obscénité violente, parce que pendant ce temps-là, moi je me souviens d'être allée faire des courses et d'avoir vu les femmes caissières qui étaient dans un stress et dans une grande angoisse. On les sentait très très... Elles ne savaient pas comment se protéger, et il n'y avait aucune protection dans les premiers temps. Donc cette séparation entre la protection, la possibilité de se protéger du virus, la protection de se laver les mains, je ne sais pas combien de fois par jour, tout cela, en fait, était présenté comme si c'était accessible à tout le monde, alors que ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas parce que, pour des choses mystérieuses, ça ne l'est pas parce que c'est fabriqué comme ça, les inégalités. Qui allait nettoyer les rues, tout ça, et qui, voilà, nettoyait toutes les choses que le Covid produisait. Même l'explosion, par exemple, des livraisons à domicile qui a fait exploser les emballages. Hein. Alors on n'y pense pas, parce qu'on met ça dans le recyclage, on pense qu'on est bien, on a fait bien les choses, on recycle. Mais en fait, finalement, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartons ça a explosé, quoi. À la fois la production et évidemment de jeter ça. Et où ça va, on ne veut pas le savoir. Déjà, si je recycle, je suis bien. Donc toute cette chose-là, ça m'a complètement... J'étais presque... Je me souviens d'avoir été, mais j'ai écrit rageusement un post sur Facebook là-dessus. Et alors après, j'ai été contactée par des journaux, mais ça m'avait semblé absolument insupportable, parce qu'évidemment, les personnes qui n'allaient pas être protégées étaient des personnes noires et racisées, et beaucoup de femmes. Donc je trouvais que ça m'était complètement visible. Et d'ailleurs, tout d'un coup, très peu de temps après, tout le monde s'est intéressé aux invisibles. Voilà, tout le monde écrivait là-dessus. Il y a des tas de féministes blanches qui, jusqu'à présent, ne s'étaient pas du tout intéressées, ont découvert ça. Parce qu'il y a aussi le fait que ça fait carrière. Hein, je veux dire, on découvre, les chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à ces questions depuis des années ouvrent des portes. Et puis après, il y a des universitaires blancs qui se précipitent et qui font livres et articles là-dessus. Donc c'était à la fois une mise en lumière très forte sur quelque chose qui n'était pas nouveau, mais qui aussi s'est accentué. Parce que le Covid a mis beaucoup plus en danger les communautés noires et racisées. Parce que aussi, elles n'ont pas accès à elles sont dans des appartements souvent beaucoup plus petits, n'ont pas le même accès à la santé publique, c'est-à-dire de protection. Auparavant, on a vu rapidement que les taux de comorbidité que donne le diabète ou l'hypertension, qui sont beaucoup plus répandus dans ces communautés pauvres, noires, racisées, ajoutaient évidemment à la dangerosité du virus. Le fait que c'est des quartiers souvent plus isolés, beaucoup moins desservis, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de balcon où aller prendre l'air pur. Le fait que les amendes étaient distribuées, qu'on sait qu'il y a eu des dizaines de milliers d'amendes dans les quartiers populaires, mettant des familles en dette jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, pour moi, a à la fois remis en lumière, mais aussi montré l'accentuation à cause de cette crise sanitaire, pour l'appeler ainsi, les a accentués. On sait que la pauvreté augmente, que la pauvreté a augmenté sous la pandémie et va continuer à augmenter, que beaucoup de personnes ont perdu leur travail, que les femmes surtout ont perdu leur travail parce qu'elles travaillent souvent dans les postes les plus touchés par la pandémie, c'est-à-dire l'hôtel, la vente en boutique, là, comment on dit en français, enfin voilà, le petit commerce, quoi. Beaucoup de boutiques qui ont fermé, l'hôtellerie, la restauration, la grande restauration, où elles sont, je sais pas, dans les cantines, des choses comme ça, hein, je ne parle pas des grands restaurants. Et donc voilà, elles sont le plus touchées, elles sont aussi celles qui travaillent dans le soin à domicile, beaucoup plus aussi mises à contribution, beaucoup avec des salaires absolument scandaleux. Donc tout ça, à la fois mettre en lumière et accentuer. Mais la mise en lumière a très rapidement disparu aussi. A très rapidement disparu. Ça a été un temps, là, tout d'un coup, les invisibles, tout ça, la question même, qui m'a d'ailleurs, moi, fait repenser à ce que le terme d'invisible était le meilleur. Parce que
elles ne sont pas invisibles. Elles sont faites invisibles. Invisibilisées. Elles sont invisibilisées. Et même, toujours dans cette question d'invisibiliser, je suis toujours un tout petit peu soucieuse de la manière dont, finalement, même avec des mots comme ça, on va naturaliser quelque chose. Je dis souvent, si vous voulez, que par exemple, un vigile à l'entrée de n'importe quel magasin, qui est un homme noir, pratiquement 99%, il n'est pas invisible, il n'est pas non plus totalement invisibilisé, vous ne lui rentrez pas dedans. Je veux dire, vous voyez qu'il y a une personne, vous contournez, quoi. Je veux dire, vous voyez, où vous êtes dans un hôtel, vous voyez une femme de ménage dans le couloir, elle n'est pas invisible ni invisibilisée, elle est là. C'est qu'est-ce qui est invisibilisé? C'est le travail qui est fait, c'est la place qu'occupe cette personne dans le confort du monde, et dans l'exploitation, dans les chaînes d'exploitation qui sont faites et qui est naturalisée, qui est mise là, bah oui, bah c'est quand même bien, c'est normal, enfin, cette côté-là. Donc oui, je pense qu'à la fois ça a mis en lumière, ça a accentué, et aussi peut-être d'analyser aujourd'hui les nouveaux phénomènes d'invisibilisation ou de naturalisation. Précisez dans votre article que vous abordez le nettoyage et les soins dans un cadre différent que celui du travail ménager ou domestique. Donc je me demandais comment est-ce que vous replacez ces deux formes de travail dans une analyse féministe et décoloniale. Comment vous les articulez? On sait que dans les années 50-60, les femmes en France, les femmes françaises, entrent massivement sur ce qu'on appelle le marché du travail. Oui. D'accord. Et de fait, ça va avec une mise en cause du travail domestique, surtout par la classe bourgeoise. On n'a plus envie de faire, et puis avec tout le relation de domination masculine, que c'est l'homme qui rentre à la maison et tout est fait, la lessive, tout ça. Donc, pourquoi pas, hein, c'est pas. Mais ça repose sur le fait que massivement des femmes racisées et noires arrivent pour occuper ces postes. Puisque vous travaillez sur Birmingham, ben, vous le savez. Oui. C'est la première fois en fait qu'il y a une immigration de femmes organisée. Jusqu'à présent, c'est surtout des hommes dans les années 50-60 pour le BTP, enfin pour les constructions, reconstruire la France des 30 glorieuses. C'est surtout massivement des hommes, puis dans l'agriculture, enfin tous les postes dans les usines, tout ça. Et puis en fait, il y a dans ces années-là, recrutement de femmes, surtout Martinique, Guadeloupe, Réunion, pour travailler comme domestique ou dans les postes de très sous-payés, sous-qualifiés, dans les hospices, hôpitaux, tout ça, c'est-à-dire tout le soin. Et comme je le signale, pour moi, soin et nettoyage, c'est absolument en lien. Il n'y a pas soin et nettoyage. Ça, c'est bon. La manière dont l'État regarde les catégories professionnelles pour justement séparer, mais vous n'avez pas de soin sans nettoyage et vous n'avez pas de nettoyage sans soin. Je veux dire, nettoyer, c'est prendre soin. Et prendre soin, c'est nettoyer en général. Bon, bref, tout ça. Donc, il y a une arrivée massive de femmes et les critiques du travail domestique d'un féminisme blanc bourgeois vont se faire sans tenir compte de cela. Et il y aura un tout petit peu quand même de la compréhension de ce qui se passe à Crouy-sur-Ourcq ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de mouvement profond dans la remise en cause du travail domestique. Le travail reste domestique, c'est-à-dire dans la maison. Et dans les inégalités, donc le partage des tâches, qui va devenir, il y a des tas de livres qui vont se faire, les hommes, avec des tas de sondages, hein, que les hommes, 10 ans plus tard, sont passés à 2 minutes, à 4 minutes de partage des tâches domestiques dans les maisons. Mais donc, on se concentre sur la domination masculine. Bon, évidemment, les hommes doivent faire aussi, ils doivent partager, ça, c'est pas la question. Mais on oublie, si vous voulez, la fabrication d'une économie qui repose sur ce que ces femmes font. Donc pour moi, le travail de soin et de nettoyage, il y a une industrie, il y a une économie en dehors de l'économie domestique et qui est massive. On parle selon même l'Organisation mondiale du travail, de près de 50% des femmes dans le monde, je veux dire, n'ont pas accès, travaillent à ça, et même 75% des travails de soins sous-payés, sous-qualifiés, est fait par des femmes. On est dans des chiffres énormes. Des chiffres énormes, celles qui assurent tout le temps ça, et qui sont des femmes noires et racisées.
Et donc cette industrie qui a explosé parce que justement, il y a eu un accès par un plus grand nombre de femmes à un travail professionnel. Et pas simplement, je sais pas moi-même, toutes les industries nouvelles de communication, de tout aussi, tout le truc sur comment dire, le New Age, enfin je sais pas comment, non pas, on dit plus New Age, mais enfin je veux dire les yogas, enfin s'entretenir, Oui. toutes les femmes qui sont, tous ces métiers de coach et des trucs comme ça, qui sont massivement féminins, ont été, beaucoup de femmes blanches ont, sont entrées dans le monde du travail, dans le monde professionnel, avec ça. Ça, il y a quand même eu un énorme offre. Et de fait, alors parallèlement, alors ce qu'on peut dire en même temps, c'est que dans les années 80-90, il y a eu une désindustrialisation massive, et c'est aussi les femmes blanches de classe prolétaire qui ont été mises à la force. Les grandes industries textiles du Nord, Oui. toutes ces industries qui ferment, et les femmes deviennent pauvres. Donc on a, si vous voulez, c'est d'observer, pour moi c'est chaque fois, bon alors je sais pas, je dois comprendre comment quelque chose, alors j'ai ce morceau de puzzle, j'ai cet autre morceau de puzzle, et comment quand je prends tous ces morceaux, j'essaye de voir quelles sont les interactions entre elles, pas de cause à effet, mais comment tout ça s'organise pour fabriquer de plus grandes vulnérabilités, de plus grandes précarités. Donc se focaliser sur le travail domestique à la maison, c'est de nouveau, évidemment, la question domestique. Mm-hmm. Et comme si même cette question domestique n'était pas prise dans une économie politique plus large. Parce que même si on regarde, alors dans les familles bourgeoises, d'accord, et de toute façon dans les familles bourgeoises, il y aura une cuisinière et une femme de ménage. Mais même dans les milieux prolétaires, historiquement, l'organisation du travail, c'est de faire travailler l'homme et de faire, je veux dire, là, toutes les féministes marxistes ont analysé ça 25 000 fois, que c'est la femme qui permet à l'homme de reproduire sa force de travail, parce qu'il arrive, il peut se reposer, pour repartir à l'usine et être exploité. Donc on n'est pas non plus dans la même configuration du travail domestique dans la classe bourgeoise. Donc on est aussi, c'est pour ça que je dis tenir compte de tout cela, c'est-à-dire que la manière dont la force de travail de l'homme prolétaire est reproduite s'appuie sur la femme exploitée. Et c'est un modèle que même des partis de gauche ont totalement encouragé aussi. Donc ça pose toutes ces questions de qu'est-ce que c'est que l'autonomie d'une femme, qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que l'organisation familiale patriarcale en lien avec le capitalisme racial. Et donc la question de travail domestique qui serait regardée simplement à travers le partage des tâches et la domination masculine me semble tout à fait étroite. Donc c'est pour ça que je voulais un peu réouvrir, et aussi parce que dans beaucoup d'analyses féministes matérialistes, il y a peu de choses sur quand même la question raciale. Ça vient parce que finalement, évidemment, il y a plein de femmes, mais comme vous le savez, les féministes noires aux États-Unis ont très rapidement, dans les années 70, en disant mais les femmes noires, elles ont toujours travaillé. Quand il y a eu les femmes veulent travailler, les femmes blanches, les femmes féministes noires auraient dit non mais nous, les femmes noires, on a toujours travaillé. Hein. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc il y avait aussi cette relation à ce que c'est que le travail, parce qu'évidemment, dans les familles bourgeoises ou dans les familles blanches prolétaires, les femmes ne travaillaient pas, ou travaillaient moins. Et là, tout d'un coup, il faut que les femmes travaillent, elles ont besoin de salaire et d'autonomie. Et les femmes noires, racisées, ont dit, mais nous, on a toujours travaillé. Hein. Donc là aussi, la question raciale, si on l'évite, on ne voit pas, je veux dire, évidemment, on évite un énorme aspect de la question. On évite volontairement ou involontairement, peu importe, mais en tout cas, c'est évité. Vous voyez, Oui. Et c'est pour ça que le travail, la notion de travail domestique me semble pas assez, trop étroite, si vous voulez, pas assez... c'est le seul angle d'analyse des féministes blanches bourgeoises. Et effectivement, comme vous avez dit, ça occulte... Ça occulte, c'est voir vraiment son petit monde comme le monde. Et quand on voit globalement, et ça il y a eu des études, il y a quand même des études là-dessus, si vous voulez, l'organisation au niveau mondial de trafic de femmes pour aller assurer ce travail. Je veux dire, en Suisse, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller, alors on nous dit au Liban, tout ça, non, mais en Suisse, il y a
centaines de femmes qui sont amenées de l'Asie du Sud-Est pour travailler dans les maisons bourgeoises comme domestiques. Pareil en Hollande, pareil partout. Je veux dire, c'est l'Europe qui continue, qui maintenant, je veux dire, le modèle colonial, où dans les grandes maisons bourgeoises, c'était les femmes noires et racisées qui assuraient le travail de cuisinière, de ménage, de nourrice, etc., a été réimporté en France. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'étudie. Je me disais qu'on pouvait aussi discuter de l'aspect, des questions écologiques qui ressortent aussi de votre article. Donc on sait que depuis plusieurs années, donc il y a la crise climatique qui donne lieu à de multiples contestations, mouvements sociaux à travers le monde. Et donc vous employez le terme de capitalocène, qui est effectivement de plus en plus utilisé. Celui d'anthropocène, donc pour rappel, c'est-à-dire l'époque géologique au sein de laquelle la biosphère est principalement influencée par les êtres humains en général, trouve une résonance stratégique dans l'argumentaire écologique, et beaucoup plus employé. Et donc, ce que je me demandais, c'est qu'une analyse des coloniages, du nettoyage et des soins permet d'opposer justement à ce discours selon lequel tous les êtres humains seraient responsables de la catastrophe écologique en cours. Oui. Et si vous voulez dire un mot aussi là-dessus, parce que j'y ai pensé ce matin, donc l'anthropocène, capitalocène et également le terme de plantocène, si vous voulez en dire un mot. D'accord. Alors, moi je dis capitalocène racial, racial capitalocène. C'est-à-dire donc même dans le capitalocène, j'ai introduit. Alors, on a l'anthropocène qui, c'est un peu toute l'humanité un peu responsable de ce qui se passe. Or, toute l'humanité n'est pas responsable, toujours pas d'ailleurs, puisque par exemple 60% des ressources fossiles, tout ça, sont utilisées par l'Occident. Donc évidemment, je veux dire, on est quand même 7 milliards d'habitants sur la Terre. L'Occident représente à peu près 10-12%, donc vous voyez un peu le reste. Bon. Donc on voit bien que l'accès à ce qu'a produit ces ressources n'est pas égal, n'est pas du tout universel. Alors Plantalocène, c'est une notion très intéressante, Anna Zing, Malcolm Ferdinand, sur la question que la plantation inaugure aussi. Et en fait, c'est la plantation qui inaugure une manière de faire, une manière de relation à ce qu'on appelle la nature, qui ferait basculer quelque chose. Le bâtonnet grillé étant aussi vraiment là un modèle de la manière dont les corps noirs vont être traités. Et que je trouve effectivement extrêmement intéressant. Pour moi, dans le capitalocène racial, la question du capitalisme est très fortement nommée et son inévitable lien avec le racisme. Pour moi, il n'y a pas de capitalisme sans racisme. Et puis, il n'y a pas de capitalisme sans destruction. Le capitalisme, c'est absolument l'économie de la mort, de la dévastation. Donc pour moi, cette question, ça s'origine aussi pour moi dans la plantation. Mais bon, le fait d'ajouter racial, pour moi, est absolument important. C'est vraiment de dire. C'est pas que la race, mais c'est l'organisation raciale. Donc évidemment, la plantation et la traite et la plantation sont absolument des modèles jusqu'à aujourd'hui. Des modèles de l'extraction, d'une économie d'extraction, de dépossession. On prend les terres, on vole les terres, enfin l'Europe plutôt, pardon. L'Europe vole les terres, les colons, d'extraction et d'épuisement. Ce que j'appelle donc l'économie de l'épuisement et même de la suffocation, de l'étouffement. Ce que j'appelle donc l'épuisement, c'est ce modèle qui va être, c'est-à-dire les Européens arrivent en Afrique et épuisent le continent africain de sa force vive en prenant des millions d'hommes, surtout d'hommes, puisque c'est 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, grossièrement selon les historiens, très souvent jeunes, donc dans la force de l'âge, comme on dit, dans la force de leur capacité, de l'énergie, et les enlèvent. Donc épuisent, enlèvent au continent africain toute une force vive. Et installent sur la côte, puisque les Européens ne peuvent pas pénétrer, les Africains les empêchent de pénétrer à l'intérieur du continent, s'installent quand même sur tout le bord du continent africain.
La plantation, c'est aussi à la fois des possessions, on est arrivé, puis voilà, ça c'est les Européens disent bah, ça c'est à nous. Ce que j'appelle l'épuisement, c'est déjà d'immenses déforestations pour installer les plantations de coton, de tabac, de canne à sucre. Moi je suis de l'île de la Réunion, aucun de ces paysages n'est naturel. Tous les paysages du montant, je sais pas, du battant des lames au sommet des montagnes, je sais pas, le titre d'un livre là, c'est des champs de canne, ça n'était pas là. Ça veut dire que toute une transformation du paysage. Une transformation du paysage qui va aussi avec où sont les routes qu'on construit, où sont les villes qu'on va construire, donc toute une transformation de la biosphère, en fait, de l'environnement, pour servir l'économie esclavagiste. Il faut qu'il y ait des routes qui partent de la plantation, qui aillent au port, il faut que là il y ait des villes avec des baraquements de police et d'armée pour aller écraser les révoltes ou pour assurer la protection du monde blanc. C'est des immenses transferts de plantes, d'animaux. Bon, il y a l'immense transfert d'êtres humains, c'est l'immense transfert de plantes, d'animaux qui ne sont pas du tout natives de ces plats, de ces endroits, et qui vont aussi transformer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que, et puis c'est un monde qui aussi, le monde de la maison du maître, va se protéger avec des lois de la propriété privée, des lois sur la circulation, qui a le droit de circuler, qui n'a pas le droit de circuler, ben, les esclaves n'ont pas le droit de circuler, s'ils circulent hors des plantations, ils sont punis. Les droits, quand je dis du commerce, c'est-à-dire vraiment les premières lois de commerce, c'est au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de lois de commerce global, donc les assurances, les banques, c'est tout un système global qui se met en place, qui repose sur l'extraction et l'épuisement des terres et des peuples et des corps. Et ce modèle est toujours avec nous. Et avec un modèle d'envoi, d'enrichissement de l'Europe, d'enrichissement financier, d'enrichissement matériel, mais aussi immatériel, c'est-à-dire des idées qui arrivent, des couleurs, je veux dire, tout d'un coup, c'est la découverte de couleurs, de goûts, le sucre, le café, l'ananas, en fait, des tas de goûts qui vont arriver, qui enrichissent une Europe, parce que c'est quand même une plus grande diversité de choses qui lui sont acquises, des paysages exotiques, des tapis qui arrivent du monde entier, le thé, le café, les êtres humains qu'on vient faire parader dans les cours des rois et des reines, tout un monde qui va se nourrir de cette extraction. Et une nourriture, comme je le dis, pas seulement matérielle, mais aussi de l'imagination, dans les arts, la culture, tout d'un coup, un immense monde que l'Europe dit qu'elle peut posséder et qui lui donne cette richesse. Donc une richesse, je le répète, qui n'est pas que matérielle, et elle s'enrichit aussi, puisqu'on sait que la traite va enrichir énormément d'industries, puisque, je sais pas, pour avoir un bateau négrier, il faut que vous ayez des voiles. Pour avoir des voiles, il faut avoir du textile. Donc c'est des milliers de mètres qui sont en fait les voiles des bateaux à l'époque, c'est pas des petits machins de 2 mètres sur 3. Ça enrichit l'industrie des armes. Il faut améliorer les canons pour qu'ils soient plus légers sur les bateaux. Il faut améliorer les fusils pour pouvoir les faire. Je veux dire, toute l'industrie du fer pour faire les chaînes, tous les instruments de torture. Donc l'industrie maritime, toute une série de progrès dans des tas d'industries. Il faut que le bateau négrier parte avec du blé, du vin, ça, voilà, un médecin, industrie maritime, industrie du commerce, industrie du bois, enfin toute une série d'industries qui vont être enrichies. Tous les arrière-pays européens s'enrichissent parce que avec cela, sans compter les investissements qui sont faits dans les plantations et qui enrichissent massivement des familles en Europe et aussi dans les colonies, évidemment. Donc il y a un bouleversement qui imprime sur le monde une manière d'être, une manière de faire et une manière de produire et de consommer. Et ce modèle est toujours avec nous. Ce modèle d'extraction, d'épuisement. Aujourd'hui, c'est toujours le sucre, c'est toujours le café, c'est toujours le tabac, mais c'est aussi les mines. À l'époque, c'était les mines d'argent et d'or. Aujourd'hui, les mines de cobalt, les mines d'uranium. Et on le voit sur le continent africain, qui est un des continents les plus riches dans ces minerais. Si l'on regarde, il y a des images, c'est d'immenses blessures sur la terre africaine, de mines complètement ouvertes qui va contaminer les peuples, qui sont les populations qui vivent à côté. Quand une mine est épuisée, hop, les compagnies françaises, chinoises, coréennes
américaine se transporte juste à côté. Donc une destruction, une dévastation générale. Donc ce modèle, il est toujours avec nous. Et ce modèle nourrit le capitalisme, et le capitalisme apparaît comme une espèce de bête féroce, quoi, qui ne peut pas, qui a besoin de la colonisation, au sens de coloniser des terres, coloniser des esprits, coloniser des corps, constamment, pour produire et consommer. Donc pour moi, le capitalocène racial, mais je ne suis pas non plus opposée à l'expression plantalocène, c'est l'anthropocène, oui, mais le plantalocène, je pense qu'il y a des circulations de discussions à avoir. De toute façon, si vous voulez, en général, je refuse d'être fétichiste d'un mot du moment que le contenu est précisé et que le contenu tient compte évidemment de cette radicalisation du monde, de la question de l'exploitation, de l'extraction, de l'épuisement. Donc si on veut, je veux dire, mais il y a parfois dans le monde universitaire la recherche de mots qui vont être, voilà, qui prennent une valeur, pratiquement une valeur monétaire, on pourrait dire, parce que vous faites une carrière là-dessus, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la meilleure description qu'on puisse avoir, la plus rigoureuse, de ce qui est mis en place hier et aujourd'hui. Et effectivement, la destruction massive induite par la colonisation du monde au XVe siècle par l'Europe. Ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que les peuples, que les royaumes et empires auparavant étaient des royaumes remplis de paix, mais ce n'est pas des royaumes qui impriment autant sur le monde leur marque. Et la traite et l'esclavage impriment sur le monde le racisme anti-noir. Que ne fait pas d'autres formes de régimes d'esclavage qui sont pas mieux, c'est pas ça la question, mais qui n'impriment pas. Et de façon, par exemple, l'esclavage en Empire ottoman ne fait pas de l'Empire ottoman une puissance du monde. Alors que l'esclavage va faire de l'Angleterre une puissance maritime du monde, qui va dominer jusqu'à ce que ce soit les Américains qui prennent cette place. Bon, puis après, il y a les puissances françaises, hollandaises. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Donc quand on me répond ça, je dis, mais on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir esclavagisé, c'est pas la question. En plus, il faut examiner comment ces régimes d'esclavage étaient mis en place et à quoi ils servent. On est de toute façon, moi je suis une abolitionniste profonde, pas du tout dans le sens de l'abolitionnisme français, mais dans l'abolitionnisme, c'est-à-dire aussi du monde carcéral, de la question carcérale, de tout cela. Donc la question en tout cas du lien entre la crise écologique, la crise sanitaire, la crise économique, la crise humanitaire, pour l'appeler ainsi, de ces millions de réfugiés qui errent à travers le monde, sont liés. Ça, c'est une chose aussi. Et d'étudier donc leur interaction est très important aujourd'hui, parce qu'on arrive, c'est vrai, à un moment incroyable pour l'humanité précarisée et fragilisée, vulnérabilisée par ce système, qui est, de toute façon, il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous. On a vu que la pandémie a énormément enrichi déjà des milliardaires qui sont devenus encore plus milliardaires, des milliardaires qui peuvent imposer aujourd'hui leurs programmes d'éducation, de santé, de développement, d'économie au monde, qui sont plus puissants que les États, qui sont capables d'imposer leur approche de la santé, de l'éducation, financer des universités privées à travers le Sud global, leur vue de ce que c'est que le contrôle des naissances, de ce que ce doit être une femme libérée dans le Sud. Donc on voit la puissance effectivement de ça. Et pour répondre à toutes ces crises qui sont constituées par ce capitalisme racial depuis des siècles, il faut tenir compte de tous ces aspects. Et qu'il n'y a pas d'un côté la crise climatique, de l'autre la crise sanitaire, de l'autre l'exploitation, de l'autre le féminicide, le racisme, l'écocide, et aussi les disparitions d'épistémologie et de savoir. Tout cela, en fait, est en interaction dans le projet du capitalisme racial de dominer et de continuer à extraire constamment des revenus, qui dépassent, qui ne sont même pas, à l'échelle humaine. Oui. Parce que qu'est-ce que vous faites de tout ça
Et donc il y a presque une question d'accumulation qui n'est pas de l'ordre de, comment dire, de la richesse, au sens de bah, je suis riche, je vais pouvoir me permettre ça, qui c'est au-delà de cela, parce qu'il y a un moment donné où tous ces milliards, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc on voit aussi l'aspect presque c'est difficile d'utiliser le mot irrationnel parce que c'est comme si, j'aime pas ça, parce que c'est comme s'il y avait une question de, que ça pouvait être rationnel, mais un aspect pratiquement, euh, pour utiliser un terme psychanalytique, névrotique du capitalisme, c'est-à-dire d'accumulation pour l'accumulation, de destruction pour la destruction presque, et qui fait que seule, évidemment, une réelle lutte contre ça peut mettre fin à cette dévoration, on pourrait dire, du monde et des ressources et des corps. Pour finir, vous avez récemment publié de la violence coloniale dans l'espace public. Et donc c'est un ouvrage qui aborde les luttes mondiales contre les monuments coloniaux qu'on retrouve donc dans les mêmes villes qui sont quotidiennement nettoyées par les travailleuses noires et racisées dont vous parlez dans votre article. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre ces luttes pour un espace public décolonial et la décolonisation du nettoyage et des soins? Les villes en Occident, mais même ailleurs, sont de plus en plus des villes, comment dire, des villes centres commerciaux, si je puis dire, centres commerciaux slash musées, Okay. De promenade pour les touristes et les bourgeois, où je passe d'un centre commercial très bien, très propre, tout ça, ou de boutiques, même des boutiques bio, des boutiques d'économie durable, tout ça est très très bien, avec des parcs, des rues nettoyées, des rues propres, des monuments, tout ça est très beau. Et tout ça est entretenu par une masse de personnes qui, elles, doivent vivre très loin de cet endroit, de cet espace-là, de cet espace, vu de, enfin, avec une esthétique particulière, que je trouve pas particulièrement intéressante, mais enfin ça c'est autre chose, et doivent vivre dans des lieux qui n'auront pas de parc, qui ne seront pas nécessairement nettoyés, où les villes, les municipalités seront totalement pauvres et ne pourront pas assurer tout ce que des grandes capitales peuvent assurer pour leurs habitants. Des corps qui arrivent après avoir travaillé justement pour cette ville bourgeoise blanche, l'avoir nettoyé, avoir livré les choses, avoir tout fait pour que ça soit tout le temps propre et agréable et confortable. Les personnes qui surveillent les musées, les personnes dans les restaurants, les personnes dans les spas, dans les salles de gym, enfin toutes ces personnes qui entretiennent ce mode de vie impérialiste et qui devient normal, qui est quand même agréable avec évidemment les couloirs à vélo, tout ça étant bien, si vous voulez, a priori, sauf que ça repose sur quoi? Donc pour moi, dans de la violence coloniale, ce que je voulais montrer, c'était que les villes, alors je partais de Paris, Paris, c'est une ville, la ville de l'amour, la ville romantique qu'on voit dans les séries télé, toujours avec des femmes élégantes, etc. Et bon, d'une part, ça cache évidemment le Paris révolutionnaire, le Paris de la classe ouvrière, le Paris de l'histoire des migrations, mais ça cache aussi la ville coloniale. Enfin, ça masque, parce que c'est une ville coloniale. C'est une ville dont la richesse aussi a reposé sur l'extraction coloniale. Et donc ces monuments, ces statues, il y a quand même plusieurs dizaines de statues d'hommes, évidemment, et que d'hommes, qui ont été des grands criminels de guerre, qui ont justifié l'écrasement colonial, le racisme, qui ont été, par exemple, quelqu'un comme Gallieni, l'auteur de la doctrine des races, notamment quand il arrive à Madagascar, hein, et ce qu'il explique que dès que vous arrivez, vous essayez de voir quel peuple vous allez pouvoir opposer, quelle communauté vous allez opposer à quelle communauté, comme ça vous allez travailler sur cette division, diviser pour mieux régner, comme dit la sagesse populaire, ce qu'il fera à Madagascar entre les gens des hauts plateaux, les Émérines, et ensuite les autres peuples des côtes, les Sakalaves et autres, en disant que voilà, les Émérines sont vos féodaux, et moi j'arrive pour vous libérer de cette domination.
chose dont on a vu les résultats terribles au Rwanda, par exemple, au XXe siècle, que les Belges avaient séparé. Donc cette doctrine, c'est des gens comme Gallieni sont des gens très responsables. C'est lui qui écrit ça, son livre va être lu. On n'est pas là avec un vague bonhomme qui serait là. C'est en plus sa statue qui est sur la place de l'école militaire et sur la tête de 4 femmes, littéralement. L'une représente Madagascar, l'autre l'Afrique, l'autre l'Asie et la dernière Paris parce qu'il aurait sauvé Paris. Et cet homme est là comme ça, avec un air martial, sur la tête de 4 femmes. Je veux dire, il y a quand même un problème de la culture visuelle que ces statues entraînent. Et bien sûr, on pourrait parler des noms de rue, tout ça. Mais pour moi, ces statues sont, ce qu'il faut étudier justement par rapport à ce que vous demandez, c'est qui les a mises, qui les a financées, pourquoi cette personne, qui les a choisies. C'est-à-dire de nouveau la naturalisation, c'est là on va effacer l'histoire. On n'efface pas l'histoire, cette personne a été mise là par des personnes. Je veux dire, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, ça. Je veux dire, cet homme a été mis, c'est écrit d'ailleurs, Ligue coloniale maritime, offert par la Ligue. Donc voilà, bon, c'est pas les habitants de Paris qui ont fait une pétition pour qu'il y ait Gallieni. Donc ce qu'on nous fait passer pour de l'histoire, c'est en fait des choix de mémoire, des choix de mémorialisation par des pouvoirs qui décident que ça sera Gallieni, Lyautey, Marchand, Colbert, etc., qui seront dans la ville de Paris. Donc même par exemple la demande de féministes qu'il y ait autant de femmes que d'hommes ne me semble pas, pour moi ce n'est pas du tout la réponse. C'est vrai qu'il y a à peine 40 femmes sur 300, je ne sais pas combien de statuts à Paris, de personnalités. Sinon, vous avez la justice, tout ça, etc., qui sont toujours des figures féminines. Mais comme personnalité, vous en avez très peu. Mais pour moi, ce n'est pas remplir la ville de statuts d'un nombre égal, c'est qu'est-ce que c'est que la décolonisation de l'espace public. Quelle est cette ville qui, en fait, est très hostile aux réfugiés, aux migrants, aux sans-logis, aux travailleuses et travailleurs du sexe, aux trans, aux gays, aux jeunes noirs et aux jeunes arabes qui savent qu'ils ne peuvent pas aller dans certains quartiers et qu'il y a un couvre-feu tout le temps. Il y a constamment un couvre-feu pour les jeunes noirs et les jeunes arabes, et même pas seulement jeunes, comme on l'a vu avec Michel Zecler, qui pratiquement se fait tuer dans le 17e arrondissement, parce que par des policiers, et qui serait en prison aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la vidéo. Donc c'est une ville qui n'est pas du tout de libre circulation de toutes. Je veux dire, il y a certaines personnes, et donc c'est une ville qui est rendue de plus en plus agréable à certaines personnes. Et pour que cette ville soit agréable à certaines personnes, enfin bon, avec la pandémie c'est compliqué, mais pour que je puisse passer d'un bon restaurant bio à un spa, à une épicerie bio, puis après que je puisse promener mes enfants dans un parc, tout ça, repose sur l'exploitation de milliers, centaines de milliers de personnes noires et racisées qui, elles, sont renvoyées dans des endroits. Et c'est renforcé par l'intérêt pour l'hygiène, justement de nouveau le climat, la non-pollution, le fait que la Seine devrait redevenir pratiquement, qu'on puisse nager dans la Seine, tout ça est très bien, hein, mais ça va être pour qui? Ça va être pour qui? Donc de construire une ville de plus en plus agréable, mais pour une toute petite classe de personnes, la classe bourgeoise, et de toute façon, on voit bien que Paris se dépeuple et on repousse, et il y a une gentrification, et où, si vous voulez, ce qui était populaire devient un décor. Donc c'est bien d'habiter Oberkampf, ça va bien d'habiter Belleville, parce qu'il faudra garder le cachet populaire, ça doit devenir un décor, parce qu'on ne veut pas que ça soit comme le 6e arrondissement, ça c'est trop bourgeois, donc on veut un tout petit peu de populaire, mais pas trop, donc on veut... Et c'était ça, si vous voulez, de la violence coloniale, c'était cela, c'est-à-dire c'est le modèle de la ville coloniale, de la ville blanche, qui était, on voyait, quand on voit dans les images des arbres, tout ça était extrêmement agréable, et que la ville, donc indigène, était une ville qui était repoussée, où là, finalement, l'eau n'arrivait pas, l'électricité non plus, etc. Donc ça, c'est de dire que même un mode de vie, ce que j'appelle le mode de vie impérialiste, qui semble naturel à plein de personnes, c'est-à-dire j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau qui coule et c'est de l'eau potable, j'arrive, j'ai l'électricité, il y a l'électricité qui sort, tout marche, etc. C'est une exception. Ce n'est pas du tout la règle. C'est totalement une exception. Et cette exception, elle est possible parce que tant d'autres personnes n'y ont pas accès.
Donc pour moi, c'est pas d'accuser les personnes, etc. C'est que si nous, on ne comprend pas que le confort dans lequel beaucoup vivent repose là-dessus, on ne change, je veux dire, la violence coloniale dans l'espace public demeurera. C'est-à-dire que finalement, on peut trouver... Et par exemple, donc, les revendications de féministes blanches, de rues sûres, d'équivalent de parité dans le nombre de monuments ou de noms de rues, me semblent tout à fait à côté de la plaque. Totalement renforcer le fait que, mais est-ce que ça va être donné à tout le monde? Est-ce que c'est vraiment, ça repose sur la question de la fin de l'exploitation, de la fin du racisme, ou c'est un aménagement pour que les femmes blanches puissent marcher dans la rue à 3 heures du matin sans craindre? Ok, pas de problème, oui d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que tout le monde pourra marcher dans la rue à 3 heures du matin? Est-ce que cette ville, ou l'Europe va offrir des endroits, vraiment des logements, va accueillir les réfugiés? Quand on voit, il y a quelques semaines, à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, des milliers de réfugiés, des femmes, des bébés, des femmes enceintes, des enfants, des hommes, obligés de vivre dans des températures au-dessous de zéro, dans la boue glacée, dans des forêts. Certains sont morts, on ne sait même pas qui, comment, combien, enterrés là, leurs os se mêlant aux forêts polonaises, et que le gouvernement polonais parlait de guerre hybride, et que ces personnes étaient dans ce que Fanon appelait une zone de non-être, c'est-à-dire elles ne comptent pas. Elles ne comptent pas. Elles n'existent pas. C'est pas ça la question. La question c'est, oh, il y a un dictateur qui les instrumentalise et puis l'Europe doit se protéger de tout ça, etc. Une Europe qui a fabriqué cette situation, puisque tous les jours des personnes, des réfugiés meurent dans la Méditerranée et aujourd'hui dans la Manche, et les camps de réfugiés, les réfugiés sont absolument harcelés tous les jours à Calais et ailleurs par la police française. Donc on voit, si vous voulez, pour moi, c'est la question de la décolonisation de l'espace public, c'est cela. C'est pas simplement d'ajouter un monument à une personnalité noire et racisée. Parce que ce que je voudrais ajouter, c'est que le gouvernement actuel, il est différent des précédents en cela qu'il a compris qu'il fallait un peu de multiculturalisme néolibéral. Oui. Et que ça ne coûte rien. Donc par exemple, comme je disais, pas d'eau en Guadeloupe, mais du champagne à l'Élysée pour des Noirs et racisés. Ou le GIGN en Guadeloupe, Joséphine Baker au Panthéon. Ça décolonise pas l'espace. Ça décolonise pas. Et Joséphine Baker, elle entre au Panthéon parce qu'elle a été blanchie. Donc une femme noire qui serait bisexuelle, etc. Voilà, tout ce qu'il faut, elle a caché. Et moi, je n'ai rien contre Joséphine Baker, c'est pas la question. Mais d'abord, le Panthéon. Mais attendez, c'est quand même un endroit, c'est une église. Je veux dire, il y a plein de... Toutes les peintures sont des peintures d'église, quoi. Deux, il n'y a que des bonhommes blancs là-dedans, avec énormément de militaires. Est-ce qu'on a envie de mettre une femme noire dans cet endroit? On l'a blanchie. On l'a fait rentrer parce qu'elle devient respectable, parce qu'elle peut rentrer là. Après, le discours du gouvernement, oui, elle a été aux côtés de Martin Luther King en 63, sans dire que justement ça a été parce que les autres femmes noires qui depuis des années travaillaient au succès de cette marche, elles n'ont pas eu droit à la parole. Elle a fallu même qu'elles se battent pour être sur l'estrade. Sans faire un emblème. Et donc on en fait un emblème. Alors une femme noire a parlé, et c'était Joséphine Baker qui avait choisi la France, donc c'est formidable. Mais toutes les milliers de femmes qui, dans les églises, dans le sud, avaient préparé ça, il y a des ouvrages là-dessus absolument d'un courage formidable parce qu'elles sont confrontées. Elles sont effacées. Donc même il y a là-dedans, dans cette fabrication de quelle est la personnalité qu'on peut faire entrer et à quel moment on peut la faire entrer. Et pendant ce temps-là, on envoie le GIGN et le RAID à la Guadeloupe. Donc c'est cela, et c'est un gouvernement qui comprend ça. C'est un président qui n'a pas de problème avec ça. Je veux dire ces contradictions. Oui, de toute façon pour lui, si vous voulez, de faire un rapport
sur la réconciliation des mémoires, une expression qui veut strictement rien dire, entre l'Algérie et la France, de faire son discours au Rwanda, tout ça. C'est effectivement, d'un côté, c'est enfin, on pourrait se dire, hein, l'ouverture des archives, c'est un peu, mais enfin, mais c'est quand même, mais ce n'est pas rien. De nouveau, on arrive à ce, mais quand même, c'est mieux que rien. Et on oublie là-dedans comment ça se fabrique pour nous faire croire que les choses s'arrangent. Donc on fait rentrer Joséphine Baker, mais la loi sur le séparatisme est passée, la loi sur la sécurité globale est passée, et du coup, par exemple, la loi sur le séparatisme va faire que même les concierges ne pourront pas porter un foulard sur la tête, hein, comme dit la ministre de la Citoyenneté, l'ancienne ministre des Droits des Femmes. Enfin, je veux dire, on est dans un... c'est pour ça que je disais que chaque fois, si on ne regarde pas tous les morceaux ensemble, on est poussé dans ce... Mais oui, ben, c'est quand même mieux. C'est pas rien. C'est bien que Joséphine Baker entre au Panthéon. C'est quand même bien. Mais ça n'a aucune importance finalement. On n'a pas à être pour ou contre. Ce qu'on doit être pour ou contre, c'est la manière dont les gens vivants sont traités aujourd'hui. Les femmes et les hommes qui sont vivants, qui vivent là, les enfants qui sont envoyés dans des écoles et voués à l'échec scolaire. La France qui continue à avoir un outre-mer, entre guillemets, qui impose un référendum au peuple kanak alors que le peuple kanak a demandé son report, et après qui parle d'une victoire massive du non à l'indépendance au référendum. C'est absolument scandaleux tout cela. Donc si on est là, prise dans ces choses-là, et qu'on est... je veux dire, il faut pour moi une position décoloniale, c'est constamment observer comment se refabrique la vulnérabilité, la fragilité, la précarisation, de voir comment se fabrique le consentement aux injustices, aux c'est mieux que rien, et que l'antiracisme, lui, il est mis de côté, parce qu'il y a un antiracisme libéral, néolibéral, qui prend la place de l'antiracisme politique. Comme pour le féminisme. Comme pour le féminisme. Et c'est vrai que le féminisme en France, aujourd'hui, un féminisme d'État, un féminisme que j'appelle civilisationnel, il est absolument, c'est la politique du gouvernement. Ça n'a jamais été autant la politique du gouvernement. L'Europe, d'ailleurs, veut se mettre en pointe sur les droits des femmes. Donc l'Europe se reconstitue comme le continent de la civilisation la plus avancée, notamment en utilisant la question de l'égalité des droits des femmes. Et les droits des femmes, donc là, par rapport à toutes ces sociétés complètement arriérées, où les droits des femmes ne sont pas respectés, l'Europe se reconstruit comme le lieu de la plus grande civilisation, la culture la plus proche, la plus progressiste, la plus humaniste, parce que qui va être contre les droits des femmes? Bon, mais ces droits des femmes sont pensés à partir d'un lieu particulier, l'Europe, et non pas à partir du monde. Sans prendre en compte leur propre rôle et dans l'exploitation des femmes du Sud global. Absolument, qui sont à tous les niveaux, qui sont que la fast fashion, je veux dire, on peut changer, on peut acheter 25 t-shirts dans l'année parce que c'est les femmes au Bangladesh qui le produisent. Donc comment la globalisation, déjà à l'époque de l'esclavagisme, avait mis en lien, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir du sucre, du café sur sa table parce que là-bas il y avait des plantations esclavagistes, et qu'aujourd'hui tout ce qui fait la vie confortable en Europe, en Occident, s'appuie là-dessus. Donc comment on va transformer cela? Non pas en mettant tout le monde en pauvreté, mais comment on va vraiment, vraiment penser une économie décoloniale où tout le monde peut avoir accès à de l'eau potable, à de l'énergie, que les enfants puissent aller à l'école, qu'il y ait l'accès aux soins prénataux, aux soins postnataux, que l'éducation, tout cela. Je veux dire, il y a quand même encore le nombre d'enfants aujourd'hui. Il y a moins de mortalité infantile encore qu'il y en a encore beaucoup, mais surtout, peu importe, parce que beaucoup d'enfants naissent dans des conditions qui ne sont pas les conditions de l'enfance, telles que finalement on la conçoit aussi, c'est-à-dire un enfant heureux qui peut se développer, qui a accès à des jouets éducatifs, à de la nature, à des choses comme ça. Ce n'est pas du tout une condition universelle. C'est une condition extrêmement petite. Là, et sans parler que
l'Occident criminalise beaucoup d'enfants. Les enfants noirs et arabes sont criminalisés, ne sont pas traités comme des enfants. Ziad Bouna, qui était de tout petits gars, de tout jeunes enfants, adolescents, meurt. Ce n'est pas une mort que pleure la société française. Ce ne sont pas des morts que pleure la société française. Pourtant, ce sont des enfants qui meurent, qui sont électrocutés parce que la police les chasse. Donc, qui sont les enfants que l'on peut pleurer, dont la souffrance fait pleurer, nous émeut? Et la question n'est pas qu'elle ne devrait pas, mais quels sont les milliards d'enfants dont la souffrance ne veut pas nous émouvoir? Et donc, de nouveau, ce que j'expliquais un peu dans un de mes derniers livres, c'est qui a droit à la protection et qui n'a pas droit à la protection. Et que tout le monde n'a pas. C'est que plus on parle de protection, et moins de personnes sont protégées. Hier soir, je lisais votre introduction, justement, théorie de la violence féministe. Et vous disiez que effectivement on met en avant la baisse du taux de mortalité infantile par exemple sans comme une preuve d'amélioration des conditions de vie, sans prendre en compte l'augmentation de l'endettement et oui que les conditions de vie. Les conditions de vie, que des milliards d'enfants n'ont pas droit à l'école, n'ont pas d'école, n'ont pas à l'école, travaillent, sont trafiqués, deviennent. Je veux dire, oui, il n'y a pas. L'enfance n'est pas un droit universel. Donc les droits de l'enfant, tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas. Parce que le capitalisme ne peut pas le permettre. Et c'est vraiment, il y a une division de l'humanité très, très, très forte qui s'est opérée avec la colonisation et qui continue à être là. Et pour changer cela, il faut vraiment renverser. Il ne peut pas avoir d'aménagement. Il ne peut pas avoir d'aménagement. Parce que les aménagements, ça veut dire l'effondrement. Enfin, je veux dire, de vraies transformations. Et non pas c'est l'effondrement du système. C'est pas. Effectivement. Voilà. Donc, c'est un système qui va aménager. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, le multiculturalisme néolibéral en France, surtout avec ce gouvernement, ça va être. Ah oui, ben on invite des artistes noirs et racisés à l'Élysée, on fait venir des rappeurs, on a le sommet Afrique-France à Montpellier, avec des jeunes africains qui parlent directement au président de la République, tout ça, mais finalement, il y a toujours autant d'exploitation, autant de racisme. Donc il y a un antiracisme néolibéral qui est différent de l'antiracisme moral qu'il y avait avant tout ça. Avec une gauche d'ailleurs complètement tendue, mais on est là avec le néolibéralisme est plus c'est pas tout à fait comme le capitalisme patriarcal voilà, c'est le patriarche blanc qui domine. Là, avec le néolibéralisme, c'est non, mais il y a un peu de place pour les noirs. Il y a de l'instrumentalisation aussi. Oui, il y a un peu de place, pour les noirs. Du moment que vous suivez les normes du néolibéralisme, vous pouvez avoir une place. Évidemment, ce ne sera pas égalité. Mais vous pouvez avoir une place. Oui, donc c'est vraiment, il y a quelque chose là d'une construction et donc pour moi, oui, la décolonisation de l'espace public, c'est pas simplement de changer les noms des rues, c'est pas simplement de faire cueillir des noms de rues qui portent des trucs au lieu des statues, non. C'est que tout le monde puisse circuler librement dans la ville, que la ville soit à tout le monde, enfin à toutes, à tous, ce qui veut dire un profond changement. Et parce que ce sont des villes ségrégées, il y a une ségrégation sociale très forte, historique, qui se maintenant avec une ségrégation raciale. Enfin en France, dans les colonies, il y a toujours une ségrégation raciale. Et maintenant en France, depuis les grandes migrations pour faire travailler, il y a une ségrégation raciale de gens. Donc la décolonisation des villes ça peut pas être qu'il y ait plus de noms ou plus de statuts. Il faut vraiment qu'on fasse plus preuve d'imagination. Alors, quelle serait la forme de mémorialisation dans l'espace public qui serait décoloniale? C'est une discussion à avoir. Je ne veux pas dire « Ah ben ça doit être ça. » Je refuse ça. Je trouve que c'est parce que c'est pas si facile et que ça veut dire qu'on y pense, et qu'on fasse preuve d'imagination.
Super. Ben, je vous remercie infiniment pour cette discussion. C'était vraiment très intéressant. Et donc, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et de suivre Ouvrage.